Pour la première fois de l'histoire, en 2023, la gestion passive, à savoir l'investissement via des ETF, est passée devant en termes de capitalisation la gestion active. En tout, c'est plus de 13,29 trillions de dollars qui sont gérés passivement contre 13,23 trillions de dollars gérés activement. Et même si ça semble représenter une bonne nouvelle pour les investisseurs, pour l'économie, pour la bourse, cela peut représenter un énorme danger. D'ailleurs, le célèbre investisseur Michael Burry, qui a fait fortune en prédisant la crise de 2008, a déclaré en 2022 sur Twitter: la différence entre aujourd'hui et les années 2000, c'est la bulle de l'investissement passif qui ne cesse de grandir depuis plus d'une décennie. Il y a plus de monde qui devrait y en avoir dans le théâtre et le seul moyen de sortir de la salle sera de piétiner les autres. Quel est ce danger qui plane sur les ETF? Pourquoi personne n'en parle? Est-ce que nous sommes en train de dramatiser tout cela? Vous allez tout découvrir dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'il faut comprendre ce qu'est la différence entre la gestion active et la gestion passive. La gestion passive, c'est tout simplement acheter un ETF qui va être géré par un fonds et ce fonds va automatiquement, avec ses ordinateurs, gérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent, l'ETF va représenter un indice, soit le Nasdaq, le S&P 500, le MSCI World. Et l'idée, c'est que à chaque fois que cet indice va évoluer, votre portefeuille va évoluer avec cet indice sans que vous n'ayez rien à faire et sans, entre guillemets, que quelqu'un ait quelque chose à faire. Ça se fait automatiquement via les programmes qui ont été développés par BlackRock, Vanguard, etc. La gestion active, de son côté, on a un gestionnaire de portefeuille qui va s'occuper de faire les transactions. Alors, soit ce gestionnaire, c'est un gestionnaire privé, ça peut être votre banque, ça peut être un fonds d'investissement, soit c'est vous-même en faisant du stock picking. Donc ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des dollars investis en bourse étaient faits de façon active, donc soit via un gestionnaire de fonds, soit via un particulier qui fait du stock picking. Avec tout cet argent qui est arrivé au cours des 10-20 dernières années sur la gestion passive, donc sur ces ETF, on pourrait être en mesure de se demander que se passe-t-il si tout le monde décide de retirer son argent en même temps de l'ETF. C'est une question normale, surtout quand on sait ce qui s'est passé avec la crise de 2008, surtout quand on sait également que les banques ne cessent jamais de créer des nouveaux contrats qui sont de plus en plus compliqués à comprendre, de nouveaux produits dérivés afin de trouver des magouilles pour avoir un meilleur levier et gagner plus et facturer plus surtout aux clients. Donc la question de la liquidité me semble très légitime, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les ETF basés sur l'or, donc qui sont là pour répliquer le cours de l'or, n'ont plus aucun collatéral, c'est-à-dire que si vous avez par exemple l'équivalent de 3 milliards de dollars en ETF Gold, il n'y a pas à côté 3 milliards de dollars en or qui sont sécurisés, qui sont bloqués, qui sont en collatéral. Donc ça veut dire que techniquement, il n'y a pas grand-chose qui couvre et qui garantisse la valeur de cet ETF, si ce n'est la confiance qu'en ont les consommateurs. Donc là, techniquement, si vous possédez un ETF or et que tout le monde décide de revendre son ETF or ou alors de demander le collatéral pour avoir son or à la place de l'ETF, c'est littéralement impossible parce qu'il y a beaucoup trop d'ETF comparé à ce qu'il y a en or réel. On peut donc se dire, et c'est ce que veut mettre en avant Michael Burry, c'est si c'est vrai pour l'or, que l'or n'est plus le collatéral de l'ETF, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai également pour les actions et à quel niveau est-ce que le collatéral des actions ne serait plus possible par rapport aux ETF? Le second gros danger, lui, vient plutôt pour l'investisseur et pour la performance. Il s'agit tout simplement de la concentration de ces ETF. On prend l'ETF S&P 500 qui est l'ETF le plus possédé, c'est celui-là qui a le plus d'investissement, qui est le plus connu. Aujourd'hui, 29,83% de cet indice est basé sur 6 entreprises et 20,13% sur seulement 3 entreprises. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à la base, quelqu'un qui achète un ETF, c'est quelqu'un qui veut être diversifié sur le marché, qui veut pas se prendre la tête. Sauf que là, aujourd'hui, il n'est plus vraiment diversifié. Cette concentration va totalement à l'encontre de l'idée de base d'être diversifié pour limiter les risques. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que, ok, pourquoi pas, on peut se dire ces entreprises vont continuer de bien performer, tout va continuer de bien aller. Sauf que ces entreprises accaparent une part du marché qui est tellement grosse, elles ont tellement bien performé sur les 10-20 dernières années qu'il y a forcément un moment où ça va se calmer. Et quand ce moment va se calmer, alors vous allez me dire oui, l'ETF va se rééquilibrer, sauf que le temps que l'ETF se rééquilibre, etc., on risque d'avoir une longue période de contre-performance totale, soit de performance négative, soit de quelque chose qui fait du surplace. C'est pour ça que de plus en plus d'experts, de financiers, d'investisseurs, comme par exemple Ray Dalio, mettent de plus en plus en avant le fait que nous risquons d'arriver de nouveau dans une décennie perdue, un petit peu comme ce qui s'est passé après l'explosion de la bulle Internet en 2000. Ce qui vient s'ajouter à ce problème de concentration est le problème de la valorisation, et notamment de la valorisation des 6 plus grosses entreprises dans ces ETF. À l'heure actuelle, le Price Earning Ratio, donc le nombre de fois où on va payer les bénéfices de chacune des entreprises, est autour
de 29-30. Historiquement, pour le S&P 500, il est censé être plutôt autour de 15. Est-ce que les entreprises sont largement meilleures aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière? Pas forcément. On a certaines entreprises qui sortent du lot et donc c'est normal qu'on ait un PER plus élevé, mais on en a d'autres qui ont les mêmes types de chiffres que quelques années en arrière, donc c'est pas justifié qu'on paye un indice 29 fois les bénéfices. Dans l'histoire, à chaque fois qu'on a eu des valorisations qui ont été aussi élevées, une correction a suivi, voire un krach boursier dans les pires scénarios. Et à ça, on pourrait rajouter que les 6 entreprises qui représentent plus de 29,83% de l'indice S&P 500, elles sont à des niveaux de valorisation qui sont à 40, 50, ce qui est beaucoup plus supérieur que là où ça devrait être. Alors oui, elles sont de meilleure qualité, mais avoir une valorisation supérieure à 40, 50, c'est beaucoup trop élevé et éventuellement, on devrait être entre 20 et 30 si on estime que leur qualité est vraiment supérieure à tout ce qui peut se faire. Le dernier problème que cette gestion passive importe, surtout quand on vient de voir la concentration et la valorisation, c'est le fait que honnêtement, la majorité des personnes qui achètent des ETF, ils le font sous forme de DCA, c'est-à-dire qu'ils investissent tous les mois et ils le font totalement à l'aveugle. Ce que je veux dire par le faire à l'aveugle, c'est que la majorité des gens ne savent pas exactement ce qu'il y a dedans et qui plus est, ils ne prennent pas en compte la valorisation des actifs. Qu'ils investissent dans des entreprises uniquement parce qu'elles sont dans un indice, qu'elles sont dans un ETF. À cause de ce phénomène, on se retrouve à avoir des marchés qui sont totalement biaisés et avoir une sorte de distorsion de la réalité des marchés où les marchés sont censés pricer les bénéfices et les bénéfices futurs des entreprises. Et là, on a des marchés qui pricent plutôt la demande que les personnes vont avoir sur les ETF. À savoir, si on a beaucoup de demandes sur des ETF S&P 500, eh bien, les entreprises, les cours des actions vont monter. Et si on a une demande qui s'affaiblit, ça risque de baisser au-delà du simple fait que les entreprises sont dans une phase difficile, sont dans une bonne phase, etc. Et donc là, on se retrouve dans un problème où, à l'heure actuelle, tout va bien. Ça fait 10 ans que tout se passe pour le mieux. Mais si on a une récession plus sévère que prévu qui arrive, si on a un taux de chômage qui commence à être beaucoup plus élevé, ou alors tout simplement qu'on a une perte de confiance dans le système, qu'on a une perte de confiance dans les ETF, ou qu'on a une perte de confiance dans la bourse, qui peut tout à fait se produire sur une courte période de temps, on risque d'assister à un krach très rapide et très puissant. Si en plus de ça, on ajoute les mouvements de foule qui font que toutes les choses sont encore plus aggravées que ce qu'elles ne sont réellement, ça peut vraiment créer une situation de chaos en bourse. Et c'est ça qui pourrait représenter, comme l'a indiqué Michael Burry, je vous en parlais au début de la vidéo, cette explosion de la bulle indicielle. Donc maintenant qu'on a vu les problèmes, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des solutions qui peuvent être apportées à tout ça et surtout que ça va représenter des opportunités pour ceux qui sont capables de les saisir et ceux qui sont capables de ne pas paniquer si un événement de ce style arrive. Il faut bien comprendre une chose, si on a un gros mouvement de foule qui fait baisser les ETF, ça va faire baisser également les entreprises qu'il y a à l'intérieur. Et on pourrait se retrouver avec des entreprises d'excellente qualité à payer un prix totalement dérisoire parce que à l'effet opposé où les ETF qui montaient ont fait augmenter la valorisation des entreprises, là ce sera l'inverse, ça fera baisser la valorisation des entreprises et donc il y aura l'opportunité d'investir dans des actions d'entreprises d'excellente qualité, sous-évaluées à des prix vraiment imbattables et donc potentiellement d'augmenter vos rendements futurs. Et donc grâce à ça, vous aurez investi dans des entreprises sous-évaluées qui ensuite pourront reprofiter du boom qu'il y en aura quand l'ETF, entre guillemets les indices et la population qui investit dans des indices, ce sera entre guillemets recalibré et là, on retrouvera la juste valeur de tout ce qu'il faut et les choses remonteront tranquillement. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que je suis totalement contre les ETF, que je n'investis pas dans des ETF et que je fais que du stock picking. L'idée derrière, c'est pas forcément de battre le marché, c'est pas ça qui me drive, c'est plus pour une histoire de liberté que ça apporte de faire du stock picking et surtout parce que je refuse complètement d'investir dans des paniers d'actions qui sont complètement surévalués à des valorisations qui ne font aucun sens. Si ça vous intéresse, j'ai préparé une liste d'entreprises qui sont à l'heure actuelle sous-évaluées avec un faible niveau de dette, des marges supérieures à la moyenne de leur secteur et également une rentabilité supérieure à la moyenne. Vous pouvez accéder à cette liste gratuitement en cliquant sur le lien dans la description.